Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de mon hospitalisation en psychiatrie et je vais vous parler aussi des lobbies pharmaceutiques et de l'idée que j'ai dessus. Du coup, voilà, pour les lobbies pharmaceutiques, ça a été mes recherches et le fait d'avoir vu le système de l'intérieur. Et de l'autre côté, c'est comment c'est fait, qu'est-ce qui s'est passé. Du coup, l'histoire, c'est quoi? L'histoire commence par une agression. Ça veut dire, je rentrais chez moi tard le soir, vers minuit. J'ai voulu gratter une cigarette à des gens dans une voiture. Ils m'ont dit, monte rouler avec nous. Ils avaient l'air sympas. Je monte avec eux. Et au final, ils me volent mon téléphone et ils me braquent. Enfin, ils me braquent. Non, on m'a pas pointé une arme dessus comme ça. On m'a montré une arme à feu et je me suis barré. Ça m'a traumatisé. C'est-à-dire, après avoir vu cette arme à feu, j'ai passé un mois à être un peu en panique. J'étais dans la rue, j'avais l'impression que les gens, ils voulaient m'agresser, ils voulaient me regarder. Je sais pas s'il y en a d'autres ici qui se sont déjà fait agresser avec une arme à feu, mais ça rend un peu parano. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé un jour où j'étais avec ma mère, on passe dans la rue où je m'étais fait agresser et je voulais pas y aller. Et elle a commencé à me tirer parce qu'elle savait pas que moi j'avais vraiment peur parce que j'avais vu une arme à feu. J'avais raconté à personne que l'agression que j'avais vécue. Et du coup, voilà, j'ai commencé à paniquer, à crier, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les pompiers arrivent. Et on me ramène aux urgences et moi je suis tétanisé de peur. Pour moi j'étais en danger. Si on prend du recul, oui, tu repasses juste par une rue à Marseille par laquelle tu t'es fait agresser. Ça ne veut pas dire forcément que tu vas te faire agresser. Mais si on va dans le concret, moi j'avais juste une voix dans ma tête qui me disait t'as vu le gun, genre personne d'autre a vu le gun. Si t'es en danger, faut que tu te barres et faut que tu te barres avec ta mère en fait, tout simplement, tu vois. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les pompiers viennent, etc. Puis après, ils viennent et ils commencent à poser des questions. Est-ce que vous avez consommé des substances dans votre vie, etc. Moi, je réponds oui, mais je vois pas le concept. Genre, moi, dans ma tête, quand j'entends les pompiers arriver, j'étais rassuré. Je me dis que ce soit les pompiers, la police, ce que vous voulez. Moi, j'ai peur de clams, je veux juste me barrer. Du coup, voilà, premier jour, du coup, on me ramène aux urgences, on me donne des médocs et on me dit de dormir et je m'endors et je me réveille. Je me réveille, je suis dans une chambre avec des barreaux, une porte qui s'ouvre pas et je me dis, attends, attends, qu'est-ce qui se passe ici? Et je faisais ma vie à ce moment-là, j'étais pas mal dans le sport, je commence à faire des pompes, etc. On me ramène le petit-déj et tout, je trouve tout ça un peu étrange. Qu'est-ce qui se passe après? Je me rends compte qu'ils ont convaincu ma mère que j'avais fait une crise de délire psychotique, alors que concrètement, en termes de comment ça s'appelle dans le jargon, ça s'appelle un syndrome de stress post-traumatique. Tu repasses par un endroit où tu as vécu une agression, c'est-à-dire comme, j'aime pas prendre cet exemple, mais une femme qui va repasser par la même rue là où elle s'est fait violer, pensez pas qu'elle va y passer en étant tranquille, tout simplement. Et du coup, il convainc ma mère de signer comme quoi je dois être hospitalisé. Ma mère, dans la panique, elle m'a vu crier, elle a vu les pompiers, tout ça, elle a signé, elle s'est pas rendue compte de ce qui se passait vraiment. Du coup, moi, je commence à leur parler et pour moi, je pensais que j'étais dans mes droits, que j'avais mes droits. Je leur ai dit, ok, j'ai paniqué, maintenant je vais rentrer chez moi. Ils me disent, non, vous avez fait une crise, etc. On doit vous interner. Là, même pas, je m'énerve. Genre, je parle à ma mère, je lui dis, c'est quoi ce délire en fait? Genre, laissez-moi sortir, j'ai flippé, j'ai truc. Genre, à ce moment-là, même l'histoire de l'arme à feu, pourquoi j'ai pas réussi à en parler? Parce que c'est quelque chose de très flippant en fait, de se faire agresser par une arme à feu. Les traumatismes, on n'arrive pas à en parler. C'est sûr qu'il y a des gens autour de vous qui se sont fait violer, torturer, agresser, qui vous l'ont jamais dit en fait. Parce que c'est pas quelque chose de joyeux que tu viens, tu sors en soirée comme ça, YOLO. Voilà. On me transfère des urgences à un hôpital psychiatrique. Du coup, c'était à Marseille. Et quand j'arrive là-bas, tout simplement, ça y est, j'ai l'impression d'être rentré dans un système où il n'y a que des patients autour de moi complètement pétés aux benzodiazépines, c'est-à-dire Xanax, Valium, etc., antipsychotiques, antidépresseurs. Et moi, je me disais, mais c'est quoi ces dingueries? J'ai pas envie de prendre ça. Genre, moi, le premier médoc qu'ils m'ont donné quand j'ai paniqué, je l'ai avalé parce que j'étais en flip. Mais après, tous les autres médocs qu'ils me donnaient, j'essayais de les cracher, j'essayais de trucs, j'essayais de m'en débarrasser quand je pouvais. Mais je me disais, c'est quoi cette dinguerie? Genre, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur l'addiction au tramadol, j'avais déjà vécu des choses compliquées avec la drogue, que ce soit tramadol, cocaïne, etc. Genre, je m'étais déjà beaucoup détruit moi-même, et justement, quand ça s'était arrivé, j'avais quasiment rien consommé. J'avais fumé quelques joints, et quelques cigarettes, et quelques bières
pendant les semaines où, enfin, depuis que j'avais arrêté les drogues dures, entre guillemets, tramadol, cocaïne, etc. Du coup, je me disais, mais c'est une dinguerie, ils vont pas me donner des benzos. Je sais que ça rend super accro. Du coup, bah, il y avait rendez-vous, entre guillemets, avec monsieur le psychiatre. Du coup, je suis parti avec mon daron. Mon daron, il est assez vieux, du coup, il panique vite. Il a juste complètement fait confiance au médecin. Genre, j'allais chez lui, je lui parlais normalement. Je lui dis, papa, genre, je suis pas fou. Genre, je te parle normalement. Genre, j'ai paniqué parce que, genre, j'étais dans une rue où on m'a agressé. Genre, j'ai pas de raison d'être ici. Mais évidemment, bah, des fois, on écoute les médecins. Et ça, c'est des situations compliquées quand tu vois autour de toi tes propres parents à qui tu faisais confiance, qui au final, eux, font confiance à quelqu'un d'autre à qui toi, tu ne fais pas confiance. Genre, le concept de l'ami de mon ennemi est mon ennemi, bah, c'est compliqué quand c'est tes parents qui sont amis avec eux. Enfin, voilà, c'est un peu complexe. À ce moment-là, il me dit clairement, si tu t'évades d'ici, on appelle la police. Je leur dis, comment ça, j'ai crié dans une rue, comment ça tu vas appeler la police? En quoi je suis un danger pour la population? Parce que j'ai hurlé, genre, c'est quoi ton délire, frère? Et il me dit, on va appeler la police. Et il me dit, ton traitement, c'est ça. J'avais du Loxapac, un truc genre Zyprexa ou je sais pas quoi, et du Valium. J'avais 70 mg de Valium par jour. Alors que quand j'ai lu la notice, le Valium, c'est jusqu'à 20 mg par jour normalement et jusqu'à 40 mg par jour en psychiatrie. Je sais pas, moi, pourquoi j'avais 70 mg. Du coup, au début, j'arrivais à cracher tous les médocs. Mais vu que c'était des gouttes, le peu qui restait dans ma bouche le temps que l'infirmier qui distribuait les médocs se barrait, que je les crachais, que je les jetais, ça me défonçait en fait, ça suffisait pour me défoncer. À ce moment-là, moi j'étais à fond dans le sport et on pouvait sortir de l'hôpital pour rester dans le coin extérieur de l'hôpital et il y avait des petits trucs de sport à l'extérieur où on pouvait faire, il y a par exemple des trucs où tu mets tes pieds en bas où tu peux faire du sport. Et moi je me donnais à fond dans le sport à ce moment-là de ma vie et je le faisais avec mon père et au bout d'une semaine, je me suis dit, écoute, mon père il est pas stupide, genre il me voit faire des séries de 180 crunch. Genre, normalement, quand tu vois ça, c'est impossible que quelqu'un à 70 mg de benzo te fasse 180 crunch. Genre, je suis désolé, tu me ramènes Van Damme, tu me ramènes Mike Tyson, tu lui donnes 70 mg de Valium, il te fait pas 180 crunch. Et voilà. Du coup, à ce moment-là, bah, j'avais dit à mon père, je lui ai dit, papa, il faut que ça reste entre nous, cache, mais je prends pas les médocs. Mon père, un peu de B, enfin ce que tu veux. Je me suis rendu compte, tu peux pas. Il y a des situations dans la vie où tu peux faire confiance à personne en fait, parce que les gens ils sont influencés. C'est ce qu'on appelle la matrice en fait. Quand tout le monde est dans la matrice et toi t'es à l'extérieur, si tu dis à quelqu'un ouais il faut se barrer de la matrice, il va te prendre, il va te ramener le cousin. C'est ça, hein, c'est tout simplement ce qui se passe. Et du coup, il l'a dit au médecin. Après, on commence à me surveiller pour prendre les médocs. Du coup, j'essaie de les cracher la plupart du temps, mais des fois, on me cramait. Voilà, des fois, on me cramait. Voilà, big dédicace à la stagiaire qui un jour m'a vu avec les médocs dans la bouche et que j'attendais que quelqu'un parte pour qu'on les crache et qui m'a regardé et m'a dit, ah, maintenant on avale. Toi, nique ta race, meuf. Genre vraiment, nique ta race du fond du cœur, meuf. Parce que t'étais stagiaire, t'as rien à foutre. C'est quoi ton problème, meuf? T'as même pas fini tes études, tu sais même pas de quoi on parle. Et de base, les études pour la psychiatrie, genre au cas où vous n'êtes pas au courant, les psychiatres, c'est les plus nuls des médecins. C'est-à-dire quand tu finis médecine, ceux qui n'ont pas les postes qu'ils veulent, cardiologues, etc., les postes les plus demandés, les derniers deviennent psychiatres. Du coup, voilà, concrètement, devant moi, j'avais le dernier de la classe qui était en train de me dire ce que je devais faire de ma vie. J'ai commencé à militer pour qu'il m'enlève le Valium, etc. Il n'a pas voulu, il disait ouais mais je te garde le Valium, comme ça tu supportes les autres médocs, etc. Il m'a enlevé le Valium, tellement avec le peu, alors que je crachais la plupart du temps, genre, sur toute ma période là-bas, j'ai pas dû consommer plus de 20% des médocs qu'on m'a donné. Quand j'ai milité pour qu'on m'enlève le Valium, etc. Il me l'a enlevé, mais le truc, c'est tellement j'étais accro, c'était moi-même, j'allais le demander, en fait. Je partais chez l'infirmière, je leur disais, donnez-moi du Valium, je suis en manque, en fait. Genre, alors qu'intérieurement, j'étais convaincu que c'était de la merde et j'avais les informations pour ça. Voilà, quand t'es là-bas, on te fait aussi passer devant un juge, un avocat ou je sais pas quoi, où tu dis, ah, elle te dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et moi, je suis parti, je lui dis du fond du cœur, tu vois, langage soutenu, tout ce que tu veux, madame, je pense que je n'ai rien à faire ici, l'histoire qui m'est arrivée, j'ai paniqué, etc. En soi, c'est juste du blabla. Genre, en soi, les gens, ils viennent, ils jouent leur théâtre, ils font leur taf, ils prennent leur salaire, ils se barrent. Ils s'en battent les couilles que toi, tu sois dans la galère.
Voilà, voilà. Et du coup, j'ai passé 30 jours là-bas. Je devais passer que 21 jours, mais mon père m'a poucave. Du coup, bah, je suis resté plus longtemps. Voilà, tout simplement. Au fond, le pire, c'est que je pense même pas que le psychiatre, c'était un bâtard. Genre, je pense juste qu'il a Genre, en soi, c'est les gens en haut qui tirent les ficelles. C'est pas lui, forcément, qui était un bâtard et qui me voulait du mal. Genre, lui, dans sa tête, il guérit les gens. Mais concrètement, autour de moi, j'avais juste des gens qui étaient zombifiés. Moi, dans ma tête, j'étais même parti dans une révolte. Genre, je disais aux autres patients, parce que je tombais sur... il y avait des patients de mon âge, et il y en avait qui avaient jusqu'à 70 piges. Et je pense que j'étais le plus jeune là-bas, à l'époque. C'était il y a quoi? Il y a 3 ans comme ça. Et, euh, et je leur disais, ouais, pourquoi vous prenez les médocs? Arrêtez de prendre ça. Et limite, j'ai failli faire une révolte là-bas où les gens ils commencent à dire, on veut pas les médocs. Et ils les menacent et disent, ouais, vous prenez pas les médocs, on va vous faire la piqûre, etc. Et même les infirmiers, on se rend compte que bah, ils savent pas en fait ce qu'ils foutent. Ils viennent là pour faire leur salaire. Et concrètement, frère, ils jouent à League of Legends mobile. Genre, ils jouent à League of Legends mobile quand ils doivent nous surveiller entre guillemets. Et la dinguerie, c'est qu'il y a du shit qui arrive là-bas. Genre, en soi, l'hôpital, il est à côté des cités. Il y a des gars qui avaient permission de sortie, ils sortaient, ils revenaient. Genre moi, le premier jour où je suis arrivé, j'ai vu un gars qui avait une larme à l'œil, comme ça, à côté de l'œil. Et je sais que l'arme à l'œil, je pensais que ça voulait dire qu'il a buté quelqu'un, mais peut-être qu'il a juste fait de la zonze. Après, quand je lui ai demandé, il m'a dit j'ai buté quelqu'un, tu vois. C'est le genre de gars pas commode, tu vois, petit tatouage de gun sur le bras, des trucs comme ça, tu vois. Et concrètement, genre, le premier jour, genre, on toque à ma porte, c'est qui? J'ouvre, c'est le gars avec l'alarme, je flippe, il vient chez moi, il me dit tu peux me rouler un pet, je tremble trop à cause des médocs. Et du coup, il rentre lui et un pote. J'avoue, j'ai fait le bâtard à ce moment-là, j'avais rien à fumer. Genre, je lui ai dit tu peux me dépanner un pet, il m'a dépanne. Et le pet qu'il m'a donné, je l'ai coupé en deux, j'ai gardé la moitié. Genre, je me suis dit c'est la hesse, c'est la hesse, cousin, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, cousin? Et franchement, après, le pire, c'est que je suis devenu pote avec lui, on s'amusait à rapper quand on se faisait chier. Et franchement, j'avais beaucoup écrit là-bas. Je pense que j'ai perdu, mais j'avais écrit un cahier, tous les jours, j'écrivais une dizaine de pages. Genre, j'ai écrit 300 pages là-bas sur ce que je voyais à l'intérieur du système. Et franchement, c'est ouf les gens qui y a à l'intérieur. Genre, il y a des gens que tu peux dire qu'ils délirent, mais il y a des gens qui sont trop gentils. Et d'un autre côté, il y a aussi des gens super intelligents. Genre, en fait, dans les hôpitaux psychiatriques, on pense qu'on met les gens malades, qui sont psychotiques, mais dans une société qui est malade et psychotique, ben on enferme qui? On enferme les gens qui pourraient aider cette société si on était dans la libération et l'élévation des consciences, etc. Mais dans la matrice, bah, au final, on va enfermer les gens qui peuvent bah, changer le mouvement, créer des problèmes politiques, etc. Par exemple, Nixon, pourquoi le LSD a été rendu illégal? Tout simplement parce qu'ils avaient peur qu'il y ait des coups d'État ou de choses comme ça. C'est pour ça que ces molécules ne deviennent pas illégales. Et évidemment, par exemple, il y a des gens qu'on fait rentrer dans les hôpitaux psychiatriques parce qu'ils fument trop de cannabis. Juste, si on voit d'autres pays, par exemple certains États aux États-Unis, ils t'aident à arrêter les benzodiazépines et les opiacés avec du cannabis. Mais dans le système, par exemple, français, ils vont te dire, ah, tu consommes du cannabis, une drogue douce. Ok, on va te donner une drogue dure, comme ça tu vas être accro à vie, tu vas sortir et tu vas vouloir fumer parce que ta vie c'est de la merde. Du coup, t'es accro au cannabis, cool. Tu vas être accro au cannabis et au benzo. C'est ça la suite de l'histoire. Voilà, les 30 jours que j'ai passé là-bas, au final, c'était pas tant la... Genre, c'est la merde, tu vois, mais c'est pas tant la galère que ça. Ça veut dire, il y avait des gens là-bas qui étaient sympas. Euh, je m'étais trouvé une petite copine, enfin une meuf qui avait 10 ans plus que moi, qui était bon délire. Et le pire, c'est que là-bas, dans les règles, c'est interdit de coucher entre hommes et femmes, tu vois. Je sais pas pourquoi, hein. Genre, les fous ne baisez pas, vous allez faire des enfants fous, des fous fous. Enfin bref, genre... et, euh, et elle voulait trop me charo, tu vois. Et du coup, je me rappelle, un jour, elle grattait à ma porte. Genre, on avait chacun sa porte, etc., que tu peux fermer à clé. Moi, j'étais dans ma chambre. Je pense, genre, toute la journée, on devait être dehors. Et le soir, tu peux rentrer dans ta chambre. J'avais Internet sur mon tel, je sais pas. Je passais le temps, je regardais des clips, je regardais des films ou je sais pas quoi, tu vois. Je m'attais Prison Break, ça, je m'en rappelle. Et elle toquait et elle grattait, elle voulait absolument me pécho. Mais moi, je flippais trop parce que genre, mon cousin qui était venu me rendre visite, il m'a dit fais gaffe, hein, genre, il a vu qu'elle me draguait, il me disait ouais, faut pas que tu pécho, là, les gens ils sont fous ici. Et il était dans le jugement parce qu'il avait un point de vue extérieur, mais au final, bah, elle était grave sympa et tout.
Voilà. Genre, un épisode trop drôle, c'est que je voyais qu'elle voulait me pécho, mais elle avait un bouton de fièvre là sur la lèvre, tu vois. Et du coup, moi, j'étais trop parano. Déjà, t'es dans un endroit où c'est pas genre il y a tout qui peut te rendre parano facilement. Et du coup, moi, je voulais même pas partager de clopes avec elle vu qu'elle avait ça. Et à un moment, on est partis tous les deux et c'est un examen médical où ils vérifient si t'as le sida ou t'as pas de drogue dans le sang ou je sais pas quoi, tu vois. Du coup, je vais et quand ils me font ça, à un moment, je me suis dit, je suis avec un médecin et je lui dis, ouais, juste, est-ce que les boutons de fièvre, c'est contagieux en cas de rapport sexuel et tout? Elle me dit, non, 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 t'inquiète pas, genre, il y aura pas de souci. Mais le plus drôle, c'est que qu'elle était de l'autre côté de la porte et qu'elle m'a entendu dire tout ça. Du coup, quand je suis sorti, c'était à son tour, elle m'a fait un regard en mode, petit bâtard, petit bâtard. Et voilà. Après, bon, genre, on n'est pas là pour parler de ma vie sexuelle, du coup, je vais commencer à reprendre le sujet. Là-bas, concrètement, bah, c'est juste un truc organisé. Tu te réveilles le matin. C'est un système. Tu es dans le système. Et les gens, ils sont à un moment où ils s'en battent les couilles. Moi, j'arrivais au dîner, ça y est, je me croyais en colonie de vacances. Je commençais à taper sur la table, je disais, et on a faim, et on n'a pas content. Et si ça continue, on va faire du chahut. Et voilà, il y en avait d'autres qui reprenaient avec moi. Et voilà, et il y avait tout le temps des gens qui faisaient rentrer du shit. Moi, clairement, j'étais à une période où je voulais pas beaucoup fumer parce que tu mélanges cannabis au médoc qu'on me donnait, ça part un peu en couille. Du coup, je tirais avec eux quelques lattes le soir et tout. Et voilà. Et voilà, après, je suis sorti au bout d'un mois, mais j'étais encore accro au benzo, c'est-à-dire que je voulais absolument arrêter. Le docteur, il m'avait prescrit 5 mg de benzo, et je devais, genre moi-même, je me sentais obligé de les prendre. Genre, ce que je veux dire, c'est que j'étais en manque. C'est-à-dire, si je le prenais pas, je supportais pas, en fait. Et le pire, c'est que le médecin, il me dit, ouais, tu peux boire de l'alcool, tranquille, il n'y a pas de souci. Du coup, ma vie, c'était quoi quand je suis sorti? C'était tout simplement, ma vie, c'était de la merde. J'étais posé avec mon daron dans l'appart que je louais et je fumais, concrètement, toute la journée, j'attendais juste que le soir tombe, comme ça, je bois une bière avec mon benzo, je suis éclaté, je regarde des épisodes Naruto et puis je m'endors. Genre, c'était ça pendant un mois et puis quand j'ai arrêté les benzos, j'ai galéré et ils m'ont mis un putain de Zyprexa, je devais faire une piqûre tous les mois et comme un con, j'y allais. Comme un con, parce que mon père me le demandait, parce que ma mère me le demandait. Genre, je savais qu'il y avait rien, mais t'es dans un système où tellement on va te convaincre, trouvez-moi des gens qui sont passés par l'HP, qui sont complètement libérés de ça. Genre, je pense que je fais partie des rares, mais la plupart des gens qui sont passés par ce genre de trucs, ils se sont retrouvés dans des médocs à la con, dans des trucs de merde, en fait, c'est ça. Et quand je sors, etc., et je veux arrêter de prendre la piqûre, mon père, il me fait une crise, il me dit, mais non, tu es malade, tu dois prendre la piqûre. Et je vais pas vous mentir, à ce moment-là, j'avais envie de le tarter, j'ai envie de lui dire, t'as aucune notion, tu sais pas de quoi tu parles, le médecin, c'est un vendu, genre, arrête tes conneries. Et plus tard, il y a une amie à moi qui est psychologue, elle m'a dit, tu sais, il y a un site internet où tu peux voir les médecins, leurs liens avec les entreprises pharmaceutiques. Et j'ai vu que mon médecin, est-ce que j'ai le droit de dire son nom comme ça? Je sais pas, ouais. Je l'appelais docteur Leso. Parce que son nom, il est pas très loin de ça. Je sais pas si j'ai le droit de citer des noms dans les vidéos comme ça. Mais ce petit bâtard, il gagnait de l'argent sur les 3 molécules qu'il me donnait. Ça veut dire que l'Oxapac, olanzapine, voilà. On me donnait de l'olanzapine parce que c'est la voie orale. Zyprexa, ça quand on me piquait. Et le Valium, bah, il gagne un pourcentage à chaque fois qu'il donne des médocs. Et en plus, c'est lié à la quantité. Ça veut dire s'il te donne une double dose, il gagne 2 fois plus d'argent. Ça, je l'ai appris, c'était des mois plus tard, j'ai pété un câble. Je me rappelle, j'étais chez ma famille, j'étais en mode, mais, what the fuck, je dois le pourchasser en justice, ce bâtard. Si vous voyez la loi, c'est très rare que quand tu pourchasses un médecin en justice, il se fait avoir. Parce qu'il a qu'à faire son petit serment. Il a signé le serment d'Hippocrate. Il est protégé par ce peuple d'hypocrites, tout simplement. Et voilà, c'était ça l'histoire de mon hospitalisation que j'ai vécue en France. Du coup, vu qu'on m'avait demandé la vidéo il y a très longtemps, j'avais pas forcément envie de la faire parce que j'avais pas forcément envie d'être dans le collimateur. Mais voilà, je pense que c'est des histoires à partager. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, soit ont vécu quelque chose qui a rien à voir, genre qui se retrouvent dans les hôpitaux psychiatriques pour aucune raison. Genre en soi, c'est un lieu qui a aucune raison d'exister. C'est un lieu où on fait rentrer des gens, on leur donne des médicaments qui ne soignent pas. Genre même eux, ils disent que ça ne te soigne pas, ça te stabilise. Et pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous êtes bien rendu compte que s'il y a vraiment un truc qui peut guérir ce qu'il y a à l'intérieur, que ce soit les traumas, que ce soit ce qu'on appelle des maladies mentales ou ce que vous voulez, bah c'est bien concrètement genre
je sais pas, les psychédéliques, les empathogènes, les dissociatifs. On a eu Alexander Shulgin et reste en paix vraiment. Anne Shulgin, paix à toi. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. Je vous ferai probablement une vidéo sur Alexander Shulgin, qui est le parrain de l'ecstasy. C'est le gars qui a inventé l'ecstasy, qui a écrit Tikal et Pikal. Du coup, si vous voulez une vidéo sur Alexander Shulgin, vous la demandez dans les commentaires. Et voilà, du coup là j'ai fini mon histoire et actuellement je vais vous parler des lobbies pharmaceutiques. Du coup pour moi l'idée c'est quoi exactement? C'est qu'il faut comprendre qu'à la tête de tous les lobbies du monde c'est à peu près les mêmes personnes. Ça veut dire statistiquement il y a 1% de la population mondiale qui détient plus de 50% des richesses du monde. Ça veut dire que peut-être genre il y a ce que je veux dire c'est la moitié des richesses du monde, c'est 1% des gens qui les ont. Ce 1% des gens qui ont la moitié des richesses du monde, ils contrôlent tout en fait. Parce que l'autre moitié, elle est juste chez les particuliers, chez vous. Eh ouais, ta maison c'est une richesse, ton oreiller c'est une richesse, cette lampe c'est une richesse, tout simplement. Du coup, bah, la moitié c'est toute la planète et l'autre moitié c'est des gens qui ont plus besoin d'argent en fait. Vous êtes multimillionnaire, vous êtes milliardaire, mais vous voulez pas encore reniquer la population? Ouais. Du coup, les lobbies pharmaceutiques, les gens qui les gèrent, c'est les mêmes gens qui gèrent les lobbies du tabac, qui gèrent les lobbies de l'alcool, qui gèrent les lobbies de la drogue. Du coup, oui, oui, non, ça, j'imagine que vous en doutez que les gens qui ramènent de la... que les gens qui font les trafics de drogue, c'est les mêmes gens qui vendent les médicaments. En fait, genre le concept, c'est business is business, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est logique. Après, bon, en soi, vous êtes dans un pays où vous avez un président qui semble cocaïnomane. Je sais pas si j'ai le droit de dire le président est cocaïnomane, non? D'où je tire cette information, je sais pas. Peut-être quand il se touche tout le temps le nez et qu'il fait des têtes de je suis lucide. Et voilà, et concrètement, vas-y, genre, je suis lucide, putain. Genre, quel bolos. Bref. Et, euh, et voilà, et je pense que concrètement, on essaie d'empoisonner les populations et de les abrutir. Ça veut dire, dédicace à toi, ma petite chérie, mon petit chaton, une abonnée à moi, Lilith, bah, concrètement, elle a failli mourir souvent à cause d'un abus de tramadol ou un abus de Xanax ou de trucs comme ça. Ça veut dire que concrètement, dans un monde où elle aurait que les substances naturelles, enfin naturelles, vous m'avez compris, que des substances qui peuvent l'aider, bah, elle essaierait pas de se détruire concrètement. Mais le fait que, bah, en plus, c'est même pas on lui a prescrit ou quoi, on l'a prescrit à sa daronne en fait. Genre, ça a aucun sens. Genre, actuellement, les médecins, ils vous prescrivent ce que vous voulez. Genre, tu veux quoi? Tu veux un opiacé? Va chez le médecin, dis-lui j'ai des douleurs, nanana, j'ai des douleurs, et t'essayes de le guider vers opiacé. T'as qu'à lui mytho, t'as qu'à lui dire mon ancien médecin me donnait un truc, et il va te donner la même chose. Tu lui dis ouais, je suis stressé, tu lui dis mon ancien médecin donnait du Xanax, peut-être il va faire le savant, peut-être il va faire le malin, il va dire ah, on va vous donner du Valium, peut-être que la demi-vie du Xanax, elle était pas assez bonne, tu vois. Genre, c'est on est arrivé au top de l'hypocrisie en fait. Genre les psychiatres, ils vont juste faire passer les clients, ils vont signer des trucs, ils vont les envoyer à la pharmacie, le pharmacien, il va te vendre un truc, et toi à ce moment-là, tu te fais quoi? Tu te fais rembourser par l'assurance. Parce que concrètement, vous dites ouais, ah, mais on paye pas pour les médocs, ah, c'est remboursé par l'assurance, alors il est où le problème? Ah. Concrètement, quand je suis rentré en hôpital, genre les jours que j'ai passé en urgence, moi j'avais pas l'assurance à ce moment-là. Je m'en battais les couilles de l'assurance. J'ai jamais fait l'assurance dans ma vie. Mes darons, ils m'ont dit que chaque nuit à l'hôpital, elle valait 1 000 euros. Genre si mes parents avaient pas fait l'assurance, ils allaient devoir payer 1 000 euros en fait la nuit, ce qui a aucun sens. Du coup, mon père, il a dû galérer et faire et remplir les papiers de l'assurance, les conneries de je sais pas quoi, pour pas devoir payer 1 000 euros la nuit. Mais 1 000 euros la nuit, pourquoi? Pour un 9 mètres carrés avec des barreaux et petit déj, déjeuner, dîner, c'est un yaourté bref, les putains de plateaux repas de merde que t'as en troisième classe de Jet for You ou je sais pas quoi, frère. Wow, genre, réveillez-vous en soi. C'est pas parce que vous êtes pas en train de payer pour le truc qu'on n'est pas en train de vous baiser. Genre, ok, oh, l'assurance elle paye. Mais eux, ils sont derrière. Ils sont derrière, il y a l'assurance qui les protège, il y a ça. Et ils raclent, ils raclent, ils raclent, ils raclent, ils raclent. Récemment, je disais à quelqu'un, imagine la tristesse de quelqu'un qui attend son milliard. Genre quelqu'un qui a 999 millions, 990 000 euros, dollars, ce que tu veux, et qui est là en train de dire, ah, je vais bientôt passer 1 milliard, je vais être sur Forbes, sur la liste des milliardaires. Putain, c'est dommage qu'il y a des millions de gens qui ont dû souffrir à cause de cet argent que j'ai maintenant. Mais bon, je suis riche, c'est le but de la vie, tant mieux.
Ouais, là je tape un peu la pause. Je fais un peu le beau gosse. Je fais, ok, faire comme ça. Wesh, ça va, ça casse du psychiatre l'équipe. Ça casse du psychiatre ou quoi? Non, non, non. C'est vrai, c'est un sujet qui m'énerve énormément. Et c'est un abonné à qui j'ai parlé aujourd'hui qui est père de famille, c'est-à-dire sa fille, elle a mon âge. Et il m'a dit, ouais, par contre, je prends de la Ritaline depuis 5 ans, à 80 mg par jour. La Ritaline, c'est la coke industrielle en soi. Il se pète à la coke depuis 5 ans. Et c'est le médecin qui lui donne ça. Et actuellement, il découvre les psychédéliques, etc. Et je lui dis concrètement, écoute, faut que tu fasses face à ton addiction. Le médecin, il va jamais te dire, ouais, mais t'es accro à ça, etc. Genre, Hippocrate a dit, seuls les imbéciles ne sont pas leurs propres médecins. Honnêtement. Parce que quand tu vas en psychiatrie, ils te disent, mais non, tu ne peux pas être ton propre médecin, il faut que tu comprennes. C'est quelqu'un qui a fait des études qui doit décider pour toi. Et Alexander Shulgin, il dit quoi? Il dit, je suis celui qui décide ce qui rentre ou non dans mon corps. À partir du moment qu'on dépasse la barrière de la peau, je décide ce que je fais rentrer dans mon corps et je décide qu'est-ce que je veux explorer avec mon cerveau. Personne n'est censé décider pour moi. Et merci beaucoup pour cette phrase, Shulgin, parce que tu as tout à fait raison. Et moi, ça m'a beaucoup fait souffrir qu'on m'ait obligé à prendre des substances qui m'ont détruit. Qui m'ont détruit. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je m'en suis remis aujourd'hui. Mais c'est des substances qui m'ont atteint très profondément. C'est des substances qui vraiment m'ont fait souffrir. M'ont fait souffrir énormément et je ne souhaite ça à personne. Et j'ai pas envie, en fait, genre, que quelqu'un meure. Genre, ça, c'est pour toi, Lilith, mais en fait, réveille-toi. Genre, c'est quoi la suite si tu meurs parce que t'as pris des médocs que t'ont donné des psychiatres? Genre, genre, ta vie est belle, en fait. Il y a quelque chose de magnifique au fond. Il y a une lumière au fond de chacun d'entre nous. Est-ce que vous êtes prêts à vous laisser détruire par des gens qui vont vous donner des médocs, qui vont rentrer chez eux, qui vont se poser devant la télé et qui vont dire, ah, j'ai fait une bonne journée de travail, qui vont avoir en plus le sourire hypocrite comme ça, d'avoir l'impression d'avoir fait leur taf? Je pense pas. Genre, je pense clairement pas. Alors les amis, je vous invite à vous réveiller pour ceux qui sont bloqués, que ce soit dans le système psychiatrique ou dans le système pharmaceutique. Libérez-vous de cette addiction, que ce soit les opiacés, les benzodiazépines ou tout le reste. Libérez-vous de tout ça. Honnêtement, vous valez mieux que ça. Vous n'êtes pas obligé d'être les vaches à lait de ce système où on puise dans la population et on détruit tout ça pour que ce soit des élites qui en profitent, qui eux-mêmes n'en profitent même pas. Parce que ces élites, vous pensez qu'elles sont heureuses dans la célébrité, l'argent et tout ça. Non, c'est une vie de merde en fait. Les stars, les gens qui deviennent très riches très tôt, il y en a plein qui se suicident. Il y a un taux très élevé de suicide chez les gens très riches et très trucs. Genre, enfin voilà, réveillez-vous, rendez-vous compte que le monde dans lequel on vit est corrompu, mais pas un peu corrompu de temps en temps. Non, il est corrompu au total. On est au bout en fait. Et voilà, et certains diront que peut-être ce que je vous dis est trop poussé, est trop glauque ou trop loin ou ce que vous voulez, mais en fait, je dis juste ce que j'ai sur le cœur en fait. Alors les amis, je vais vous laisser. Et si jamais vous avez quelconque question, je peux vous répondre en commentaire. J'ai aussi un Discord pour tous ceux qui veulent me joindre. Je suis disponible quasiment tout le temps sur Discord. Je suis là. Vous voulez parler, vous voulez poser des questions, vous voulez on se raconte nos vies avec grand plaisir. Le lien il est dans la description. Et du coup les amis, je vous laisse. Prenez soin de vous. Je vais vous laisser une vidéo là et probablement une autre ici, hein. Je vais pas vous mentir comme d'habitude. Vous voulez vous abonner, bah faites-le, hein. Je vais continuer à dire des trucs comme ça. Vous voulez pas, le faites pas. Et vous êtes des rageux, bah mettez des pouces rouges. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous aimez pas ce que je vous dis, ça vous dérange, ça vous choque, mettez des pouces rouges. Voilà. Hasta la vista.